On vit dans un monde hyper connecté, saturé de technologie. On pourrait croire que toutes les réponses sont juste à portée de clic. Et pourtant, les plus grandes questions, elles sont toujours là. Quel est le sens de tout ça? Comment est-ce qu'on fait face à sa propre existence? Cette quête de sens, elle est loin, très loin d'être nouvelle. Cette citation, elle est assez percutante, non? Elle résonne étrangement avec notre époque. En mettant de côté des réalités comme la mort, on se coupe peut-être d'une tradition de pensée qui dure depuis des millénaires. Les tout premiers penseurs, eux, c'était tout le contraire. Ils ne fuyaient pas ces questions. Ils en faisaient le cœur même de leur enquête sur le monde. Alors pour le savoir, il faut faire un voyage dans le temps. Et pas juste quelques siècles en arrière, non. Il faut remonter à la source même de la pensée occidentale, bien avant que la science n'arrive avec ses propres réponses. Allez, partons à la découverte des origines de la philosophie. Ok, première étape. Imaginez un monde où la foudre, ce n'est pas un phénomène électrique, mais la colère de Zeus, où les saisons ne s'expliquent pas par l'inclinaison de la Terre, mais par le chagrin d'une déesse. C'était ça le monde du mythe. Chaque élément de l'univers avait son histoire, son intention divine. Et c'est là que tout bascule. Une véritable révolution. Pour la toute première fois, des penseurs vont oser poser une question radicalement nouvelle. Plus seulement qui a créé le monde, mais bien de quoi le monde est-il fait? On passe du récit, de l'histoire des dieux, à une véritable enquête sur la nature. C'est un changement de perspective absolument monumental. Mais alors, qui sont ces pionniers? Il faut oublier tout de suite l'image du vieux sage dans sa tour d'ivoire. Les premiers philosophes, c'étaient des figures publiques, souvent charismatiques, des réformateurs politiques, des mystiques et même des guérisseurs. Leur savoir était totalement ancré dans la vie réelle. On les appelait les voyants errants. Ils allaient de cité en cité, un peu comme des conseillers experts, pour offrir leur sagesse aux dirigeants. Leur savoir, ce n'était pas de la pure théorie, non. Ça servait à guérir, à rendre la justice et, point essentiel, à purifier les âmes. Une idée qui va devenir centrale. Et parmi toutes ces figures, il y a un nom qui ressort. Un nom que l'histoire a retenu comme celui du tout premier philosophe de la tradition occidentale. Thalès. De lui, on n'a presque plus rien, à part cette petite phrase aussi courte qu'énigmatique. Mais elle nous dit quelque chose de crucial. Sa philosophie, ce n'est pas un matérialisme froid et sans âme. Pour Thalès, l'univers entier est vivant, animé par une force divine. Pas les dieux de l'Olympe, attention, mais un principe vital qui est présent en absolument toute chose. Mais cette nouvelle sagesse ne s'appliquait pas qu'au cosmos. Un autre grand sage, Solon d'Athènes, a tourné son regard vers la société humaine. Il a utilisé sa raison, non pas pour déchiffrer les étoiles, mais pour essayer de bâtir une cité plus juste. Sa devise est limpide. Un bon conseil, ce n'est pas celui qui fait plaisir à entendre, c'est celui qui est juste et bon pour toute la communauté. C'est ici, avec des gens comme Solon, qu'on voit naître une éthique politique qui ne se base plus sur la volonté des dieux, mais sur la raison et la recherche du bien commun. Donc, la première grande interrogation de ces penseurs était tournée vers l'extérieur. De quoi le monde est-il fait, au fond? Quelle est sa nature fondamentale? Le mot-clé de leur recherche, leur véritable saint Graal, c'était la physis. Ce terme, il ne désigne pas juste la nature comme un joli paysage. Non, il désigne le principe même de la réalité. Ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, de sa naissance à sa mort. C'est ça, le grand secret qu'ils essaient de percer. Ce qui est absolument vertigineux, c'est la vitesse à laquelle la pensée évolue. En à peine un siècle, on passe de l'idée de Thalès, une substance concrète, l'eau, à Anaximandre, qui propose un principe totalement abstrait, l'apeiron, l'indéfini. Juste après, Héraclite voit le monde comme un feu en perpétuel changement, mais gouverné par une loi universelle, le logos. Et enfin, Empédocle imagine un ballet cosmique où 4 éléments sont unis par l'amour et séparés par la haine. L'abstraction et la complexité explosent littéralement. Mais attention, regarder les étoiles, ça ne suffisait pas. Pour ces penseurs, explorer l'univers extérieur n'avait de sens que si ça s'accompagnait d'un voyage tout aussi profond. L'exploration de l'univers intérieur, le voyage de l'âme. Et ces idées sur l'âme, elles ne sortent pas de nulle part. Elles plongent leurs racines dans des traditions mystiques bien plus anciennes, comme l'orphisme. C'était un courant religieux qui croyait que l'âme était immortelle et qu'elle serait incarnée. La philosophie va hériter de ces croyances et leur donner une nouvelle forme, plus rationnelle. Et ça change complètement notre vision de la vérité. Pour eux, la vérité, l'aletheia, ce n'est pas une information qu'on apprend dans un livre, c'est un souvenir, une connaissance que notre âme possède déjà, mais qu'elle a oubliée. Le but de la philosophie, c'est de se ressouvenir de cette vérité intérieure, souvent à travers des épreuves ou des rites.
L'école de Pythagore, c'est l'exemple parfait de cette double quête. Les nouveaux venus, qu'on appelait les auditeurs, recevaient des règles de vie pour se purifier, mais seuls quelques-uns, après des années de silence et d'épreuves, devenaient des apprenants. Eux seuls accédaient à la connaissance suprême, les secrets mathématiques qui, pour Pythagore, formaient l'harmonie cachée de l'univers. Cette citation d'Empédocle, il faut prendre un instant pour la lire. C'est absolument stupéfiant. Le philosophe n'est plus un simple penseur. Il se voit comme une figure quasi divine, un maître spirituel qui marche parmi les hommes pour guérir leur âme et leur corps, pour leur offrir la libération par la connaissance. Alors, au final, quel est l'impact de ces premiers penseurs? Qu'est-ce qu'ils nous ont vraiment laissé en héritage? Le rythme de cette explosion intellectuelle est à peine croyable. En moins de 200 ans, une petite poignée de penseurs a posé les fondations de toute la pensée occidentale. Ils ont été les premiers à poser les questions fondamentales. De quoi la réalité est-elle faite? Comment l'univers fonctionne-t-il? Et surtout, comment doit-on vivre? Et c'est peut-être ça, leur plus grand légué, leur cadeau le plus précieux. Ce n'est pas un dogme, pas un ensemble de réponses toutes faites. Non, c'est une méthode, une attitude face au monde. L'idée audacieuse d'utiliser la raison, l'observation et l'intuition pour sonder les mystères de l'univers et de notre propre existence. Plus de 2500 ans, c'est le temps qui s'est écoulé depuis. Et pourtant, les questions qu'ils ont été les premiers à poser sur la réalité, la connaissance, l'âme, continuent de résonner, de façonner notre civilisation et d'alimenter nos débats les plus actuels. C'est fou quand on y pense. Ces premiers penseurs, ils cherchaient une harmonie cachée derrière le chaos apparent du monde. Aujourd'hui, que ce soit à travers un télescope, une œuvre d'art ou une simple introspection, est-ce que notre quête a vraiment changé? Cette recherche d'un sens, d'un ordre sous-jacent, c'est peut-être ce qui nous relie le plus profondément à ces pionniers de la pensée.